Alors, chers amis, bonjour, bonsoir, où que vous trouvez. Ici, c'est Maître Agbor, Guy Christian, depuis New York. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire une conversation avec Monsieur Miarom Begoto. Monsieur Miarom Begoto est le président du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Alors, mon cher frère Miarom, bonjour et bienvenue dans notre programme. Bonjour, Alors, est-ce que vous pouvez dire à notre audience... Agbor, et Oui, merci voilà. de nous aider à votre plateforme. D'accord, merci beaucoup, merci, c'est très gentil. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi sert l'organe que vous présidez? Alors, le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption est un organe de traité. L'Union africaine la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. C'est exact. Et cette convention prévoit en son sein un organe de suivi de la mise en œuvre de cette convention. Et cet organe de suivi est le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Okay. Organe de traité qui a essentiellement pour mission de constater la mise en œuvre de la Convention par les États partis, mais également d'encourager les autres États qui ne sont pas encore partis à pouvoir intégrer ce que nous appelons cette grande famille africaine de lutte contre la corruption. La corruption. Donc, à ce jour, combien de membres, enfin, combien d'États parmi les 54 États ont signé la Convention contre la corruption en Afrique? Nous sommes à 44 États partis à ce jour. Nous avons appris que l'un des derniers États dont le processus est en cours est le Cameroun qui a déjà transmis à la présidence de la République l'instrument de ratification qui a été d'ailleurs signé le 1er avril dernier, mais que pour qu'un État puisse effectivement faire partie de la Convention, il faudrait que cet État puisse transmettre son instrument de ratification au bureau du conseiller juridique de l'Union africaine, qui est dépositaire de la Convention. Donc, à ce jour, nous sommes à 44 États partis. Donc, techniquement, il y a à peu près 10 États qui ne sont pas encore partis de cette convention. Effectivement, à des niveaux, je dirais, différents. Il y a des États qui ont déjà procédé à l'autorisation parlementaire. Il reste seulement que l'exécutif puisse signer l'instrument de ratification et le transmettre au bureau du conseil juridique. Il y a des États partis qui sont déjà signataires. Il y en a qui ne sont ni signataires et qui n'ont pas encore adopté même la convention en tant que telle. Donc, les niveaux sont assez disparates, mais nous considérons, de notre point de vue, que ces 10 États partis qui n'ont pas encore fait ce pas-là. OK. Mais dites-moi un peu, est-ce que ces mêmes États ont signé la Convention des Nations Unies contre la corruption? Alors, vous serez surpris parce que vous avez des États qui sont partis à la Convention des Nations Unies, mais qui ne sont pas partis à la Convention de l'Union africaine. Mais pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. C'est bizarre. Vous avez d'un autre côté un organe, je dirais, et pour lequel les États sont plus enclins à y adhérer et à suivre les recommandations. Et de l'autre côté, vous avez un organe qui émet des avis, qui donne des avis consultatifs et pour lequel les États... D'accord. C'est un peu le stade dans lequel nous sommes, mais nous travaillons à cela, notamment avec les différents partenariats. Nous avons déjà engagé des discussions avec le secrétariat
des Nations Unies pour qu'ils puissent nous appuyer dans cette démarche-là. L'idéal pour nous et la finalité que nous recherchons, c'est que les États puissent être partis à ces deux conventions-là pour faciliter leur suivi et pour faciliter la mise en œuvre. Mais il me semble, Monsieur le Président, il me semble que les deux conventions, c'est-à-dire la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention de l'Union africaine contre la corruption, ne sont pas très... il n'y a pas beaucoup de différences, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que de minimes points sur lesquels, vous savez, les deux conventions diffèrent. Voilà. Sur les principes, vous avez les mêmes principes fondamentaux. Vous avez des approches qui sont toutes un peu plus différentes. La Convention des Nations Unies, je dirais, est un peu plus, un peu plus avancée sur certaines questions. Vous savez, cette convention a été adoptée juste après la Convention de l'Union africaine. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et puis, vous avez affaire à un instrument juridique qui regroupe l'ensemble des pays, contrairement à un autre instrument juridique qui ne concerne seulement qu'un seul continent. Dans la pratique également, les méthodes de travail sont légèrement différentes, mais la finalité reste la même. D'accord. Quand on évalue la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine, quand on évalue la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies, on recherche à voir le niveau de mise en œuvre. Quels sont les efforts que les États ont fournis pour prévenir et lutter contre la corruption et quels sont les points pour lesquels les États demandent un renforcement de capacité ou un appui technique pour pouvoir mieux faire et bien faire. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous savons que l'Afrique a beaucoup de problèmes de démocratie. Hein? Personne ne va en douter. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent même est-ce qu'il ne faudrait pas créer une démocratie spécifiquement africaine. Ça va faire l'objet d'un autre débat. Mais pour le moment, est-ce que vous pensez que la corruption est un facteur qui contribue à la crise de la démocratie en Afrique? Bien sûr. Et c'est vrai que les débats sur la conception, faut-il une conception africaine de la démocratie, est un débat qui reviendra à parler d'une conception africaine des droits de l'homme et autres. Mais nous estimons que la corruption sape effectivement la démocratie. Lorsque vous voyez que ça soit propre au continent africain ou dans les autres pays, les différentes crises qui existent, manipulation des chiffres, des pourcentages au niveau électoral, j'entends par là l'achat des voix pendant les échanges démocratiques électoraux, le détournement des deniers publics, le trucage dans l'octroi des marchés publics, sont autant de faits et donc d'infractions qui remettent en cause même les fondements même de la démocratie et poussent les citoyens à pouvoir descendre dans la rue et revendiquer l'égalité de tous devant la loi et la possibilité de tous de pouvoir entreprendre. Et donc, inévitablement, la corruption est un frein au plein exercice de la démocratie. Alors, parlons du niveau institutionnel en Afrique. Pensez-vous que la corruption produit un cercle vicieux qui sape toutes les institutions démocratiques existantes en Afrique? Bien sûr, vous savez, il s'agit d'un cercle vicieux, comme vous le dites. Lorsque une institution est déjà gangrénée par la corruption, si des efforts ne sont pas fournis pour pouvoir mettre un terme à cette corruption-là, cette institution serait enclin à se voir, ou du moins à amener à une certaine contamination des autres institutions.
Lorsque le cancer atteint une partie du corps, ouais. Si des mesures strictes et rapides ne sont pas prises, c'est tout le cœur qui est atteint par ce fléau-là. Donc, ce schéma illustre parfaitement comment est-ce que la corruption gagne du terrain au niveau de nos pays respectifs. Okay. Alors, dites-moi, d'après votre expérience, vous êtes quand même à la tête d'une institution qui est très, très importante pour l'Union africaine, pour l'Afrique. Quel est le constat que vous faites? Par exemple, pouvez-vous nous dire s'il y a des institutions en Afrique que vous connaissez qui sont capables de contrôler la corruption? Alors, on parle de l'Afrique, je vais commencer par un adage africain. OK. Un seul doigt ne peut pas permettre de laver tout un visage. Tout à fait. Donc, dire qu'il y a une institution à part entière qui peut permettre de lutter contre ces fléaux, c'est mission impossible. D'accord. Il s'agit d'une lutte concertée qui doit être menée en synergie. Dans nos pays, nous avons ce qu'on appelle les autorités nationales de lutte contre la corruption qui assurent le lead de ce travail. Mais à eux seuls, ils ne peuvent pas faire ce travail. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'un partage d'informations, d'une collaboration avec toutes les structures qui œuvrent dans le secteur de la gouvernance. Les services de renseignement financier, les institutions supérieures de contrôle, les auditeurs, les parquets financiers, économiques et financiers. Donc, toutes ces structures qui œuvrent dans le secteur de la gouvernance doivent pouvoir mener une action concertée. Et avec ces structures étatiques, doit venir également le travail de la société civile, des médias. Donc, ça doit être un travail de synergie. Tout à fait. Pour pouvoir mieux identifier le mal, dans une certaine mesure le prévenir et apporter des réponses idoines. D'accord. Ensuite, après cette synergie au niveau national, vous avez une synergie au niveau continental. D'abord, sur la base des regroupements régionaux, vous avez des structures dans les différentes régions reconnues par l'Union africaine qui traitent de ces questions-là. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous avez effectivement le réseau des autorités de lutte contre la corruption d'Afrique de l'Ouest. Vous trouvez ce même réseau en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Vous avez également un même réseau similaire en ce qui concerne les services de renseignement financier, en ce qui concerne les institutions supérieures de contrôle. Et vous avez enfin également ces regroupements au niveau des acteurs de la société civile. Donc, c'est un travail de partage d'informations, de collecte d'informations, échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur les points qui nécessitent un partage d'expérience et de connaissances. Et nous, au niveau du Conseil, c'est un peu le travail que nous faisons. Nous essayons de fédérer toutes ces ressources, d'identifier ces points, je dirais, de faiblesse, de défis, pour pouvoir amener sur une même table tous les acteurs œuvrant dans le secteur de la gouvernance à faire un travail de synergie. D'accord. Permettez-moi de poursuivre dans le même contexte que vous avez développé là. Alors, comment est-ce que vous le faites? Quel est le mécanisme que vous utilisez pour pouvoir amener, regrouper ces synergies-là? Alors, nous avons, depuis bientôt 3 ans, cette année, nous devons commémorer la 4e édition, instaurer ce que nous appelons le dialogue annuel sur la lutte contre la corruption. C'est une plateforme d'échange, d'interaction avec toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur de la prévention et de la lutte contre la corruption. Nous prenons un thème spécifique et nous demandons aux États de nous faire un bref rapport sur les avancées et les défis qui se présentent à eux. 2020, nous avons décidé de travailler sur la lutte contre la corruption à travers un système judiciaire efficace et efficient. Nous allons donc demander aux États de pouvoir nous parler du rôle de l'appareil judiciaire dans la lutte contre la corruption. Et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale, nous allons réunir en fin d'année les autorités nationales de lutte contre la corruption et, dans la mesure du possible, les parquetiers
pour pouvoir échanger avec eux sur la synthèse que nous allons faire. À l'issue de cette synthèse, des recommandations seront dressées et cela fera l'objet d'un rapport thématique que nous porterons à l'attention de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et nous demanderons à nos chefs d'État et de gouvernement de pouvoir s'approprier ces recommandations afin d'améliorer le travail des services judiciaires dans la prévention et la lutte contre la corruption. Est-ce que le Conseil consultatif, de par son nom même, de par le nom que le Conseil consultatif a, est-ce que le Conseil consultatif a des, comment je peux appeler ça là, a des mécanismes de répression par rapport à son fonctionnement? C'est-à-dire par rapport à un pays qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il a signé, quand il est devenu État signataire de la Convention africaine contre la corruption. Problème avec mon téléphone. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On peut. OK. Donc, si vous pouvez me répondre à votre question. Bien entendu. Alors, ce que je demandais, c'est que est-ce que votre organisme, le Conseil consultatif, a des mécanismes de répression? Par exemple, il y a les mécanismes de punition ou bien les mécanismes d'avertissement contre les États signataires, quand les États violent eux-mêmes la Convention. Non, lorsque vous prenez même le nom de notre organe, ça vous dit déjà tout. Nous sommes un conseil consultatif. Tout à, OK. Donc, nous émettons des avis, nous faisons des recommandations à l'attention des États sur les défis qui se présentent à eux. Lorsque les États nous l'autorisent, nous effectuons des missions d'évaluation, en fait des visites pays pour s'enquérir du niveau de mise en œuvre de la Convention. Et dans ce contexte-là, c'est que nous vérifions si l'État a eu à prendre des initiatives innovantes en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Mais nous discutons également avec les différents acteurs sur quels sont les défis qui se présentent à eux. Et sur ce point spécifiquement, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des recommandations. Et le rapport, qui est un rapport pays, portant sur la mise en œuvre de la Convention, est présenté à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, nos recommandations ressortent clairement. Nous encourageons les États à pouvoir mettre en œuvre nos recommandations. Et au cours d'une année N+1, nous revenons sur ces recommandations qui ont été faites et nous vérifions si l'État a accepté de mettre en œuvre ces recommandations ou pas. Vous savez, nous sommes acteurs d'une scène internationale où ce qui prévaut le plus est le respect de la parole donnée. D'accord. Donc, c'est ce sur quoi nous essayons de travailler. Et nous essayons également de nous appuyer sur les acteurs de la société civile pour encourager les États à mieux faire. Maintenant, nous allons parler un peu de certains faits pratiques qui existent en Afrique en ce moment. Je sais que votre institution est une institution, c'est le Conseil consultatif, comme le nom le dit si bien. Mais qu'est-ce que votre institution, en fait, que pensez-vous, par exemple, de la multiplication des enlèvements, des agressions contre les analystes politiques et les journalistes d'investigation, hein, qui sont, pour moi, une clé sine qua non de la lutte contre la corruption sur notre continent? Que pensez-vous de tous ces enlèvements-là? Alors, oui, c'est vrai que cela porte un frein au plein exercice de la démocratie, mais également un réel frein à la pleine jouissance des droits de l'homme. Le Conseil consultatif
et j'insiste sur son rôle de consultatif, est un organe de l'Union africaine qui n'œuvre pas en vase clos. Il travaille avec les autres organes de l'Union africaine. Et les questions que vous êtes en train de soulever sont des questions qui touchent en premier ordre la protection des droits de l'homme. Et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont les principaux organes qui traitent de ces questions-là. Et sont, je dirais, des organes qui sont à l'avant-garde de la promotion et de la protection des droits de l'homme, et donc à même de pouvoir traiter de ces questions-là. Maintenant, il ne fait plus de doute que la corruption, je dirais, constitue un frein à l'exercice même des droits de l'homme. Tous les secteurs des activités, tous les droits de l'homme qui sont touchés par la corruption rendent la corruption, je dirais, passer l'expression violateur de ces droits de l'homme-là. Alors, lorsque, dans la recherche de la protection des droits de l'homme, la corruption est considérée comme étant l'une des causes, à ce moment-là, il y a un travail concerté qui peut se faire. Et nous travaillons régulièrement avec ces différents organes de l'Union africaine pour voir comment est-ce que nous pouvons mener à bien notre mission. Nous avions, par exemple, au cours des années précédentes, mené 2 principales études. Une qui portait sur l'impact que la corruption pouvait avoir sur le développement de la petite enfance, droits de l'enfant donc, et une autre qui portait sur corruption et genre, protection donc des droits de la femme. Donc, principalement, ce sont ces principaux acteurs, ces avant-gardistes organes qui sont sur le terrain pour revendiquer le respect des droits de l'homme. Et subsidiairement, lorsque, je dirais, l'expertise du conseil consultatif se fait sentir, à ce moment, nous sommes associés dans cette démarche-là. D'accord. Dites-moi, à votre avis, à quand aurons-nous un tribunal africain contre la corruption? Ben, l'instrument juridique existe. Okay. Il reste maintenant à faire le plaidoyer pour que les États africains ratifient cet instrument juridique et déposent leur instrument de ratification. Je parle du protocole de Malabo qui révise la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ah, d'accord. L'infraction de corruption est une infraction que doit connaître la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous étions à 7 États ayant ratifié. Avec le retrait de certains États, quand on tient compte de l'actualité de l'heure, la question se pose. Mais tant que les États ne ratifient pas le protocole de Malabo, portant révision des statuts de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, l'infraction de corruption ne pourra pas être érigée en une infraction continentalement poursuivable. Donc, si je comprends bien, l'instrument qui existe en ce moment, c'est un instrument qui est rattaché à l'existence de la Cour africaine des droits de l'homme. Effectivement. Est-ce qu'il y a eu des discussions, par exemple, parmi les membres de l'Union africaine, d'une création spécifique d'une institution qui va traiter, par exemple, des flux illicites financiers et de la corruption essentiellement, avec, par exemple, une juridiction sur toute l'Afrique, quoi. Un peu comme on a la Cour de justice commune, là, de l'OHADA, hein, qui génère un peu des avis où quelqu'un peut porter plainte. Bon, c'est vrai que le mécanisme doit partir par... Enfin, c'est différent parce que le mécanisme doit partir par l'État, par les institutions judiciaires de l'État, et puis vous arrivez jusqu'à un point où, bon, vous pouvez faire appel à cette cour-là. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est une cour qui aura les mêmes pouvoirs, par exemple, que la Cour internationale criminelle, la Cour criminelle internationale, autant pour moi. Est-ce qu'il y a eu des discussions dans ce sens-là?
Au risque de me tromper, je dirais non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Oui. D'accord. Donc, on a beaucoup plus cherché à renforcer les compétences de l'existant. Plutôt que de créer de nouvelles structures. Vous savez, et cela a été repris depuis un certain temps, l'Union africaine en tant que, je dirais, organisation internationale est une machine administrative lourde. Et c'est pour ça qu'il a été confié et demandé au président Kagame de pouvoir réfléchir sur la réforme de l'Union africaine. Donc, le besoin qui se fait sentir est de pouvoir alourdir l'appareil pour pouvoir faciliter les prises de décision et la mise en œuvre de ces décisions-là. Donc, le souci, c'est de pouvoir élargir plutôt les attributions, si je puis me répéter, afin de permettre à la structure existante de pouvoir être plus efficace. D'accord. D'accord. Alors, maintenant, la question que je vais vous poser est la suivante. Il y a un certain nombre de scandales qui sont récurrents en Afrique, qui ont, par exemple, qui ont des connotations internationales. Nous avons comment je peux appeler ça là, le scandale du Mozambique, qui s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Hein? Est-ce que le Conseil consultatif a des avis à donner, par exemple, par rapport à des faits, des faits de ce genre? Pardon. Nous suivons, je dirais, régulièrement l'évolution, je dirais, de ces différents cas qui défraient la chronique en Afrique. Et le rôle du Conseil dans ce cas précis, c'est de pouvoir suivre jusqu'où va je dirais, l'engagement politique du décideur. Vous parlez du cas de l'Angola, mais vous avez également d'autres exemples, l'Afrique du Sud notamment, et on remarque qu'il y a une certaine volonté des dirigeants de pouvoir contenir le fléau. Et lorsque nous sommes amenés à effectuer certaines visites de pays, nous mettons l'accent sur, je dirais, sur ces points innovants, sur l'existence de cette réelle volonté politique pour pouvoir freiner l'expansion de ce fléau-là. J'insiste sur la volonté politique parce que sans une volonté politique réelle et affichée, la lutte contre la corruption serait une lutte vaine. Et ça, c'est propre, je dirais, sur tous les continents. Donc, si nous voulons réellement qu'en Afrique, la lutte contre la corruption soit une lutte efficace, nos dirigeants doivent réellement, passez-moi l'expression, plier les manches et mettre la main dans la pâte. Beaucoup de pays en Afrique ont donné l'exemple. Vous remarquerez ce qui se fait en Angola. Le président, dès qu'il a accédé à la magistrature suprême, a pris 4 mois pour pouvoir ratifier la convention et déposer son instrument de ratification auprès du bureau du conseiller juridique. Alors que cela ne s'était pas fait avant. Ça dénote d'une certaine volonté manifeste de pouvoir freiner l'expansion de ce fléau-là et de pouvoir récupérer les biens qui ont été détournés. Ça nous amène également à dire qu'il ne suffit pas seulement de recouvrir, de rapatrier tous ces biens issus des produits de flux financiers illicites, issus des produits de la corruption qui sont logés ailleurs. Ces biens doivent permettre, je dirais, le développement du pays et partant du continent. Et donc, nous devons veiller à une gestion saine, à l'obligation de rendre compte de l'utilisation de ces biens-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, parlons un peu de d'un instrument
dans le domaine de la corruption, qui est plus ou moins utilisé dans tout le monde, qui est l'indice de perception de la corruption. Donc, vous êtes vraiment familier. Un indice qui est publié par l'organisation non gouvernementale internationale Transparency International. Je sais que c'est un instrument qui est très... la publication de cet instrument-là est très problématique pour beaucoup de pays africains parce qu'ils se retrouvent tous plus ou moins au bas de l'échelle en tant que, ils ne performent pas, ils ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir aider leur population. Mais il y a un autre instrument qui est publié par une organisation qui s'appelle Tax Justice Network, je crois. Alors, cet instrument-là s'appelle Financial Secrecy Index. C'est une espèce d'instrument qui définit un peu, si vous voulez, les juridictions secrètes. Alors, ce qu'on constate, c'est que ces juridictions-là sont des juridictions qui sont qualifiées de bonnes juridictions dans le contexte de l'index de perception contre la corruption. Mais les auteurs définissent, les auteurs de cet index de juridiction secrète-là, voient maintenant que les pays qui sont les premiers dans ces index-là sont les pays où nos présidents, ou bien, enfin, moi je les appelle les voleurs de l'argent public, et les voleurs de l'argent public transfèrent les fonds avec l'aide plus ou moins des professionnels dans ces juridictions secrètes-là. Alors, qu'est-ce que le Conseil consultatif fait par rapport à ce nouvel instrument-là? Est-ce que le Conseil consultatif épouse le nouvel instrument ou alors est-ce que le Conseil consultatif est content de cet instrument-là? Alors, le Financial Secrecy Index, de notre point de vue, est un instrument complémentaire dans la lutte contre la corruption. Vous savez, en janvier 2015, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a, au cours de son sommet, adopté le rapport du panel de haut niveau de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique sur les flux financiers illicites. Et une déclaration a été prise au cours de ce sommet qui portait sur la lutte contre les flux financiers illicites. La conférence a décidé d'intégrer les recommandations dans son agenda. D'ailleurs, mandat a été donné au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption de pouvoir mettre en œuvre avec les différentes parties prenantes ces recommandations-là. Et c'est, je dirais, dans la droite ligne des instructions de la conférence que nous avions travaillé avec le groupe de travail de haut niveau, réuni sous le président Mbeki, que nous avions travaillé sur l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs. Donc, cet index, de notre point de vue, est un outil de travail complémentaire dont nous nous approprions les résultats et essayons de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'avec les autres parties prenantes, nous pouvons mettre en œuvre ces recommandations-là. Les secrets bancaires constituent toujours un frein à l'identification, au suivi des fonds détournés, mais avec le concours des partenaires, aussi bien sur le plan continental que sur le plan international, nous espérons que la position africaine commune sur le recouvrement des avoirs puisse permettre déjà à tout le continent et aux pays qui sont déjà bien avancés à pouvoir récupérer ces fonds-là. Mais, pardon, faisons un peu un suivi sur
sur le recouvrement des biens mal acquis. Il y a des penseurs, il y a des experts comme moi qui pensent que il est difficile, par exemple, pour des pays que je ne vais pas citer, que les personnes au pouvoir puissent transférer de manière illicite ces biens-là dans les pays occidentaux et que ces personnes qui sont toujours au pouvoir, quand on a saisi ces biens-là dans les pays occidentaux, qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires, poursuites criminelles, que les pays occidentaux les saisissent maintenant, puissent les renvoyer encore aux mêmes acteurs qui sont toujours au pouvoir. Nous pensons, maintenant je voudrais votre avis par rapport à ça, nous pensons que j'aurais appris d'abord que la Banque africaine de développement avait créé un fonds spécial pour recevoir ce genre de fonds afin de faire un suivi pour l'utilisation qui serve, n'est-ce pas, aux populations locales de ces pays d'où ces flux-là sont partis. Moi, je voudrais avoir, par exemple, je ne sais pas si ce mécanisme a été maintenu ou bien ce fonds-là a été maintenu. Je comprends que le fonds ne puisse pas rester dans les pays où ils ont été saisis parce que la Convention des Nations Unies demande qu'ils soient rapatriés dans les pays de provenance ou bien de source. Mais que faire quand c'est les mêmes personnes qui sont toujours au pouvoir, qui réclament ce même argent-là? Que faire? Moi, je voudrais avoir un peu l'avis, votre avis dessus, quoi. Alors oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que la position africaine commune sur le recouvrement des avoirs a été adoptée. L'idée, c'est que lorsque ces fonds ont été identifiés, localisés, recouverts et rapatriés en Afrique, que ces fonds puissent être logés dans un fonds séquestre au nom du pays, éventuellement sur un compte à la Banque africaine de développement. Et il appartiendra maintenant au pays de soumettre un projet de développement qui sera financé par ces fonds-là. Hey, mon frère. Vous savez pertinemment que le recouvrement de ces fonds n'est pas une question de jours, d'heures, ni de minutes, encore moins de 2 ou 3 ans. Sani Abacha est parti. Jusqu'à aujourd'hui, le Nigeria continue toujours par recouvrir certains fonds. Dernièrement, il y a eu un recouvrement qui a été initié par les États-Unis. 360 millions de dollars. Voilà, par la Suisse. Lorsqu'on s'investit dans ces questions-là, nous partons du principe qu'il s'agit d'une lutte de longue haleine. C'est un processus qui va prendre du temps. Mais ces fonds, lorsqu'ils seront recouvrés, serviront au développement du pays pour les générations futures. Et il est clair que des réserves existent sur le fait que ces fonds qui sont recouverts puissent être mis à la disposition de l'auteur de cette évasion des deniers publics. Mais l'idée, c'est de pouvoir mieux encadrer l'utilisation de ce fonds-là. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. La position africaine commune a été adoptée uniquement en février 2020. Et avec cette pandémie de Covid-19, un calendrier de mise en œuvre de la position africaine commune n'a pas encore pu être établi. Nous sommes encore en train d'y travailler avec les différentes parties prenantes, et notamment le groupe de travail du panel de haut niveau. Alors, parlons maintenant de, si vous le voulez bien, parlons de la position africaine, enfin la position de votre organisation sur les résultats. Je sais qu'en 2018, en 2018, vous avez adopté une ligne, une année, enfin,
une année qui consistait à lutter contre la africaine de lutte contre corruption. la Voilà. corruption. Je voulais savoir quel est le résultat de cette... De cette année-là. Oui. Alors, la mise en œuvre je dirais, des décisions et des engagements politiques pris en cours de 2018 se poursuit. Se poursuit. Nous pouvons citer parmi les dernières activités l'adoption de la position africaine commune sur le recouvrement des avoirs. Tout à fait. Vous avez la commémoration du 11 juillet comme journée africaine de lutte contre la corruption. Sur l'étendue du continent. Vous avez l'institutionnalisation de ce que nous appelons le dialogue annuel sur la lutte contre la corruption. Couplé à ce dialogue, nous avons également le forum de la société civile. Et nous travaillons également sur l'élaboration d'une mesure africaine sur la lutte contre la corruption. Donc, autant de chantiers qui ont été engagés à l'après-sommet 2018 pour lequel le Conseil consultatif, en collaboration avec les différentes parties prenantes, nous essayons de mettre en œuvre. Et il faudrait également ajouter à cela le processus de révision de la Convention pour pouvoir intégrer comme mission pérenne du Conseil la lutte contre les flux financiers illicites, entre autres. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous que l'Afrique atteindra les objectifs de développement durable de 2030? C'est un défi de taille. Ça, je le sais, c'est pour ça que je vous le demande. C'est un défi de taille. Vous savez, on parle de l'Afrique, je vais encore prendre un autre adage, si vous me le permettez. Non, tout à fait, allez-y. On dit toujours que les 5 doigts de la main ne s'équivalent pas. Non, pas du tout. Voilà, donc ça illustre à juste titre les disparités qui existent entre les pays africains. Ouais. Voilà. Et le niveau de développement des pays africains différents d'un État à un autre nous permet déjà de dire qu'il serait difficile pour le continent africain de pouvoir atteindre les objectifs tels que fixés dans l'agenda 2030. C'est un vœu. Nous disons qu'il ne faut pas être pessimiste à outrance, mais que en travaillant en synergie, les pays peuvent, à défaut d'atteindre ces objectifs de développement durable, accéder à un certain niveau pour permettre le développement de l'Afrique. Vous savez, c'est à juste titre que le thème qui a été retenu pour 2018 est vaincre la corruption, une option viable pour la transformation de l'Afrique. Et tant que Africains que nous sommes, nous ne nous investissons pas pour permettre à notre continent de décoller, il nous serait difficile d'atteindre cet objectif fixé à l'horizon 2030, dans 10 ans, mais même au-delà, parce que vous savez que nous avons également notre agenda 2063. J'allais justement finir par cette question-là. Voilà. Dans lequel nous avons des aspirations, et ces aspirations déterminent l'Afrique que nous voulons. Donc, nous devons déjà nous poser les bonnes questions. Quelle Afrique nous voulons-nous? Quelle Afrique voulons-nous à l'horizon 2030, dans 10 ans? Mais également, quelle Afrique voulons-nous léguer aux générations futures? J'encourage et j'apprécie votre optimisme. Bien que moi, je sois pessimiste, je ne suis pas pessimiste de nature, mais je suis pessimiste par rapport à la question de la corruption en Afrique. Parce que chaque fois que je regarde la majorité des gouvernements africains, je ne vois que des voleurs. Je suis désolé, mais c'est ce que je vois. C'est dommage parce que nous avons une population qui est énergétique, qui est intelligente,
qui est motivé, qui veut se développer, qui veut créer des choses, mais il y a je ne sais pas, c'est souvent j'ai des frères africains avec lesquels j'engage des débats ici qui me disent que mais nous on est maudits. Mais nous sommes maudits. Vraiment, nous les Africains, nous sommes maudits. C'est-à-dire que on doit laisser les Blancs de venir gérer nos pays pour nous, quoi. Parce qu'on ne peut pas gérer les pays. Je dis non, mais parce que nous tous, on arrive à la conclusion de ça. Ça ne s'explique pas que les mêmes personnes qui ont fait des études aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, rentrent avec de bonnes aspirations, mais se transforment en ninja. Se transforment en ninja voleurs et pillent l'État comme si ils n'avaient pas un regard de l'extérieur, ils ne pensaient pas au lendemain. Mais ce n'est pas possible. Moi, je veux soutenir votre optimisme. Je pense qu'il faut avoir l'espoir. J'ai l'espoir pour l'Afrique, dans tous les cas. J'ai l'espoir, sinon je ne ferai pas ce que je fais. Mais je sais que nous avons un long chemin à parcourir. Heureusement que nous avons des hommes comme vous. J'espère qu'on aura plusieurs comme vous à la tête de ces institutions-là pour pouvoir faire ce qu'il faut pour faire avancer l'Afrique. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est je suis toujours curieux de savoir si, avec le mouvement et l'objectif, sinon l'agenda 2030 qui concerne les flux illicites financiers, là, moi je me demande, parce que la corruption n'existe pas dans je veux dire, dans une espèce si vous voulez, la corruption n'est pas unique en elle-même, dans le sens qu'il y a d'autres, déjà qu'elle ne se fait pas par une seule personne, il faut 2 ou 3 pour faire un tango. Mais la corruption en elle-même engendre l'évasion fiscale, la fraude douanière, le blanchiment d'argent. Et je me demande si, par exemple, le conseil consultatif ne devrait pas changer de nom et épouser plutôt le conseil consultatif de l'Union africaine contre les flux financiers illicites ou bien contre les flux illicites financiers. Parce que comme vous le savez, nous avons eu un débat, on continue de l'avoir, et j'espère pouvoir le mentionner dans le livre que j'écris en ce moment, un débat de définition de ce que c'est que les flux illicites financiers. Les Américains ont posé une opposition pendant la conférence, pendant l'Assemblée générale en 2015, où ils se sont opposés à cette appellation-là. Maintenant, à tort ou à raison, on constate simplement, parce que moi, quand je vais dans les conférences avec eux, je leur dis, mais prenons un fait concret. Quand quelqu'un commet un acte de corruption, après, il fait quoi? Il fait quoi avec l'argent? Il va le blanchir. En le blanchissant, il commet l'évasion fiscale parce qu'il ne va pas payer les taxes sur l'argent qu'il a volé. C'est un voleur. Un voleur ne paye pas les taxes. Pas du tout. Alors, donc pourquoi vous ne voulez pas que ce soit quelque chose qui soit regardé dans un ensemble? Parce que vous pouvez résoudre un. Si vous arrivez à résoudre la corruption et que vous ne résolvez pas le blanchiment d'argent ou l'évasion fiscale, vous êtes toujours dans le rouge. Puisque ça va toujours revenir, on va revenir à la case départ. C'est pour cela que les pays, pas les pays africains, les autres pays du monde, moi je leur dis les autres pays du monde contre vous, ont pensé, à raison, que c'est la bonne manière à faire. Alors moi, je me pose la question de savoir le conseil consultatif ne devrait-il pas devenir le conseil consultatif de l'Union africaine pour ou bien contre les flux
les flux financiers illicites? Parce que la corruption fait partie des flux financiers illicites. Oui, alors, je parlais tantôt de ce processus de révision de la Convention, pour lequel nous avions intégré les recommandations du panel de haut niveau sur les flux financiers illicites. Non pas parce que nous devons changer de nom. Je pense que lorsque un État émettrait ce vœu de voir le nom du Conseil changer, il pourra se baser sur les dispositions de l'article 25 de la Convention pour pouvoir le faire. Mais je pense que ce qui est important à l'heure actuelle, c'est que la conférence des chefs d'État et de gouvernement ait décidé que le Conseil consultatif puisse également s'intéresser à ces questions des flux financiers illicites. Je peux également comprendre que vous êtes pessimiste sur le devenir de l'Afrique, mais il y a des signes qui ne trompent pas. 5 ans en arrière, vous n'allez pas voir ce qui se passe actuellement en Angola. Non. 5 ans en arrière, vous n'allez pas constater ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Non. C'est dire que ça prendra du temps, mais le changement viendra parce qu'il sera inévitable. C'est ce sur quoi moi je garde cet espoir, je garde cet optimisme-là. Et puis, vous savez aussi bien que moi, que comme le dit à juste titre un artiste africain, dont j'étais l'origine, on ne cache jamais la lumière du soleil avec la main. Donc, tôt ou tard, la transformation s'imposera. D'accord. Et peut-être que le moment venu, nous ne serons pas là, mais au moins, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous contribuons à pouvoir susciter cet élan de changement, des mentalités, à susciter cet élan d'obligation de redevabilité. Et c'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. D'accord. Avant de partir, avant de vous laisser partir, mon cher frère, j'ai une petite anecdote. Et je voudrais avoir votre commentaire sur cette anecdote-là. Écoutez. Monsieur, madame, fonctionnaire, gestionnaire de la société, s'il vous plaît, arrêtez la corruption. Commerçant, arrête la corruption. Homme d'affaires, arrête la corruption. Commerçant, arrête la corruption. Fonctionnaire, arrête. S'il vous plaît, le moment est venu. Ne volez plus. Vous avez trop volé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est le président Déby. Je dois rappeler à notre audience que vous êtes d'origine tchadienne. Vous êtes mon frère du Tchad. Mais je voudrais avoir votre commentaire sur cette anecdote-là, sur ce petit développement que le président Déby a eu à prononcer il y a quelques temps. Alors, vous savez, je dirais que c'est le point de départ d'une volonté politique de lutter contre la corruption. Tout à fait. Le point de départ d'une volonté politique. Il y a eu une mise en œuvre. Cette volonté s'est transformée en engagement et il y a eu une mise en œuvre. Maintenant, où en est-on avec la matérialisation de cette mise en œuvre? Mise en œuvre, oui. Nous en reparlerons prochainement. D'accord, effectivement. mon cher frère Mariam, je vous remercie infiniment et ça a été un plaisir de discuter avec vous. Ça a été un plaisir de connaître le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Et j'espère qu'on aura à avoir d'autres échanges de ce genre sur d'autres sujets qui ont trait avec les flux financiers illicites. Et je vous remercie et à bientôt à vous. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, cher Maître Agbor, pour cette opportunité. Okay. C'est vrai que le Conseil consultatif n'est pas encore bien connu, je dirais, outre-Atlantique. Et merci de cette opportunité que vous nous donnez de parler de cet organe de l'Union africaine, du travail qu'il fait et des aspirations qui sont les siennes. Vous savez, je vais
terminer mon propos en maintenant le cap sur cet agenda 2030, mais cet agenda 2063 pour lequel l'aspiration 3 de l'agenda 2063 est très claire. Cette aspiration émet un vœu, celui d'avoir une Afrique de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice et de l'état de droit. C'est un vœu que nous appelons également de tout notre corps et que nous souhaitons pour notre continent. Donc, c'est l'objectif, le cap vers lequel s'inscrit le Conseil consultatif, de commun accord avec tous les autres organes de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et à bientôt. Hein? À bientôt.